faites quoi? Vous les déguerpis là, vous faites quoi? Quel est votre combat? On a vu vos papiers. Mais organisez-vous. Ceux qui ont les ADC, je sais pas comment vous appelez ADC ou bien quoi là. Ceux qui ont les documents légaux, allez porter plainte contre la police nationale qui est venue encadrer le déguerpissement, la destruction de vos maisons. Et puis vous êtes là, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Vous ne pouvez pas vous réveiller un jour pour faire votre propre palade. C'est pourquoi Thomas Sankara a dit, le pauvre ou l'esclave qui refuse d'assumer son combat, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous, on parle pour que le monde sache ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va pas aller sur le terrain pour faire votre palabre. Les déguerpis, c'est de vous que je parle. Personne ne descendra pour faire votre palabre. C'est votre maison qu'ils ont cassée, c'est pas ma maison. Mais je vous aide en parlant de cela pour que le monde sache ce qui s'est passé. Mais il vous appartient. Si vous êtes assez lâche pour ne pas vous organiser et porter plainte contre la police nationale, la gendarmerie nationale, eux qui vous ont empêché d'avoir accès à vos maisons pendant la destruction, c'est votre problème. Nous, on s'en fout. On vous dit ce qu'il faut faire. Acceptez de mener le combat. Vous vous couchez. C'est ça le problème des Ivoiriens. Vous êtes assis, vous dormez, et puis vous voulez qu'on prenne révolution pour vous donner. Vous croyez que ça a été facile chez nous ici au Burkina? Vous croyez que ça a été facile pour nous au Niger? Vous croyez que c'est facile pour nous quand on nous envoie une horde de terroristes nous attaquer au Mali? Vous croyez que c'est facile pour nous? Mais on a le temps de parler et de compatir à votre situation. Mais il vous appartient de vous organiser. Vous êtes allé à l'école, vous savez écrire IOA, pourquoi vous ne vous organisez pas? Pourquoi vous n'allez pas porter plainte? Au moins porter plainte, si ça n'avance pas, on va dire voilà l'état de Côte d'Ivoire est à l'origine. Mais pourquoi vous savez pourquoi le procureur est sorti? Le procureur est sorti pour faire la récupération, pour vous empêcher de vous organiser. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Le procureur est sorti pour vous empêcher de vous organiser. Parce que si vous vous organisez, la communauté internationale va commencer à regarder du côté de la Côte d'Ivoire et c'est pas joli pour Ouattara. Ouattara n'est plus au pouvoir. Je vous le confirme aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai un peu de regret que Siapi n'est pas là pour confirmer ce que je dis. Ouattara n'est plus au pouvoir. Non, attendez. Quand je dis il n'est plus au pouvoir, je n'ai pas dit qu'il est mort. Quand je dis il n'est plus au pouvoir, ce n'est pas dans l'affaire coup d'État. Je dis Ouattara n'est plus au pouvoir. Je sais, je vais avancer, écoutez. Ouattara est une marionnette qui est téléguidée. Ouattara ne tient à rien aujourd'hui. Ouattara ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Je doutais avant, mais j'ai la certitude aujourd'hui. Comment je sais ça? C'est pas votre problème. Si j'ai une fois menti par le passé, venez dire, ah, tu as dit ça, c'est faux. Je le répète, c'est fini pour Ouattara. Ouattara n'est plus au pouvoir. C'est une coquille vide qu'on voit. C'est une enveloppe charnelle qu'on voit. Mais ce n'est plus un homme complet parce que l'homme est fait de dualité, corps et esprit. Et spirituellement, il est mort, Alassane Ouattara. Spirituellement, il est déjà mort. Il n'est plus le même. Les apparitions par-ci, par-là. Si c'est ça qui vous fait croire qu'il est encore président, détrompez-vous. Il n'est plus président. Il contrôle rien en Côte d'Ivoire désormais. Celui qui est en train de foutre le bordel en Côte d'Ivoire, excusez-moi le langage, c'est Téné Brahima. Le Péné Touré Mamadou, il ne peut pas parler. Mais je viens. Je ne suis pas pressé. Au déguerpi une dernière fois. Personne ne mènera votre combat. Aucun Ivoirien ne va descendre dans la rue. Parce que vous êtes à peu près quoi là? On m'a dit que vous êtes combien? À peu près 8000 ou bien combien de personnes? Enfin, vous dépassez peut-être même les 50 000. D'accord? Et puis, même si vous êtes 10 000, au bas mot 10 000, vous les 10 000 là, vous sortez aujourd'hui, c'est fini pour le pouvoir. Ça là, si c'est un autre pays là, le pouvoir était déjà tombé. Un autre pays là, c'était fini pour le pouvoir. Mais on dirait Ouattara vous a... Bon, il y a un pasteur qui a dit, faut pas avoir dit que les Ivoiriens ont été sacrifiés, que c'est Dieu n'accepte pas ça. Bon, mais toi qui as dit ça là, il faut expliquer ce qui arrive. Des gens à qui on prend tout, on détruit, ils sont incapables de se mouvoir, sont incapables de lever le petit doigt. Ils ont même peur de parler. Mais où est votre dignité? Vos filles là, j'ai écouté une dame qui dit, vous voulez qu'on soit des prostituées? Bon, si tu veux te prostituer, ça c'est ton problème.
Nos filles vont devenir des prostituées. Qui t'a dit parce que c'est gâté, vous devez être prostituée. Dieu vous donne la chance. Dieu vous donne l'autorité. En faisant quoi? Dieu vous a donné un esprit. Dieu vous a donné une intelligence. Dieu vous a donné une force mentale. Dieu vous a donné quelque chose que personne au monde ne peut prendre. C'est votre faculté, votre capacité de réfléchir et de dire oui ou non. Ceux qui ont cassé leur maison, j'ai entendu un petit là qui dit qu'ils ont commencé à jeter les ordures là-bas pour chasser les gens. Mais si on a cassé vos maisons, la marine qui a validé le document du soi-disant document, quelqu'un dit on les a endormis. Vous avez la possibilité de réagir en Côte d'Ivoire. Mettez-vous en association, association des déguerpis. Mettez-vous ensemble. Demandez à un parti de vous donner des avocats pour faire votre combat. Commencez la phase juridique de votre combat, la phase légale de votre combat. Vous ne pouvez pas perdre vos maisons et ne pas être... Il y a forcément quelqu'un qui va venir là. Celui qui va venir, c'est pour la personne que lui, le maudit là, a travaillé. Donc cette personne-là doit vous compenser. Et s'il y a personne pour vous compenser, l'État de Côte d'Ivoire, puisque la police et la gendarmerie ont été impliqués dedans. Donc, organisez-vous, mettez-vous ensemble, serrez les coudes, recensez tous ceux qui ont des documents, allez vers un cabinet d'avocats, cherchez à vous faire entendre par tous les moyens. Nous, on dort dans nos maisons. C'est vous qui êtes au dehors. Mais si vous refusez de vous battre, qui va quitter sa maison pour aller faire votre combat pour vous? Au moins, commencez quelque chose. Les gens n'attendent que ça. Il y a beaucoup de frustrés qui n'attendent que ça. Commencez quelque chose. Ceux que j'ai vus à les documents, ce sont des jeunes gens. Et aujourd'hui, j'ai écouté tôt ce matin l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, elle parlait de la génération Z, une génération qu'on ne peut plus manipuler, une génération qui est consciente. Mais est-ce que cette génération Z existe en Côte d'Ivoire? J'ai pas vu les vieux avec les documents, mais c'est les jeunes que j'ai vus avec les documents. Et vous attendez quoi? Combien vous dit de sortir pour réclamer votre droit? Combien vous dit c'est ce que vous attendez? Mais vous attendez, vous les jeunes qui êtes sortis là, vous êtes la honte et la déception de vos parents. Je le dis, aujourd'hui là, je suis pas là pour caresser dans le sens des poils. Comment vous pouvez accepter ça? On détruit la maison, votre papa a travaillé toute sa vie pour construire une maison, quelqu'un vient casser ça. Toi, tu as le papier, et puis tu dis Dieu fait grâce. Dieu fait grâce où? Dieu t'a empêché d'aller te plaindre. Dieu t'a empêché de demander la justice. Dieu t'a empêché de faire réparation. Dieu t'a empêché de réclamer ce qui te vient de droit. Dieu fait grâce. C'est à ton sommeil, là, Dieu va te faire grâce. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pour que Dieu vous fasse grâce, il faut montrer à Dieu que vous méritez sa grâce. D'accord? Je parle pas des locataires, je parle des propriétaires. Ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des titres et ceux qui sont légalement les occupants de leur maison. C'est de ceux-là que je parle. Maintenant, vous laissez le criminel de fils de Ouattara faire ses bêtises et puis vous les détirez. Alors, maintenant, on va commencer notre intervention du jour. On écoute ça d'abord pour comprendre de quoi il est question. Vous qui commencez votre parti pris politique sur cette petite phrase de l'ex-premier ministre sénégalais, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à propos de l'équipe de France de foot, donc ex-premier ministre au Sénégal. Donc on lui pose la question Sénégal-France, pour qui êtes-vous? Et il lâche cette petite phrase qui vous fait dire non. Ousmane Sonko ne nous divisera pas. De quoi s'agit-il? J'ai envie de dire au secours, les identitaires de toutes les tendances sont de retour et l'objet de leur fantasme, eh bien, c'est l'équipe de France. Alors oui, je vais revenir en arrière. Pour ceux qui ont suivi l'interview d'Ousmane Sonko, quand j'ai écouté ces gens-là, j'ai dit attendez. Et puis j'ai dit mais attends, j'espère que
mon petit frère, parce que Ousmane Sonko, il est de 74, donc il est très jeune. Alors, je dis, attendez, j'espère que mon petit frère Sonko n'est pas allé regarder mon intervention, et puis, pendant son interview, là, et puis, il a repris ce que j'ai dit. Rappelez-vous la dernière sortie que j'ai faite sur le mondial. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il n'y a aucune équipe, aucune nation aujourd'hui dans cette Coupe du Monde où il n'y a pas d'Africains. J'ai même pris l'exemple du Japon. Le gardien du Japon, il s'appelle Suzuki. J'ai dit, il ressemble même à un petit guerrier. Vous vous rappelez? D'accord. J'ai dit que dans toutes les équipes aujourd'hui, même l'Allemagne qui est un pays raciste à tous les niveaux, il y a des Africains dedans. Et j'ai dit, la plupart du temps, ce sont des Africains qui sont en train de gagner. Les premiers buts, là, ce sont les Africains qui sont en train de marquer. Et puis, en même temps, boum, on tombe sur le truc d'Ousmane Sonko. J'ai dit, ah, bon. Attends, on va écouter, on va voir ce que ça donne le président Sonko. On va écouter d'abord. On va d'abord écouter Ousmane Sonko. Je vais vous laisser l'écouter. Et puis ensuite, revenir sur ces idiots-là. Et puis, vous démontrer comment Ousmane Sonko aujourd'hui est visé. Je vais le dire avec la plus grande sérénité, sans l'ombre d'un doute. L'Élysée sait une chose. Sonko a repris le Sénégal à main. Sonko aujourd'hui, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception du Dieu éternel, peut-être, si c'est sa volonté, Ousmane ne sera pas président. Sinon, aujourd'hui, tous les signaux, tous les voyants, tous les analystes, tous ceux qui comprennent l'évolution de la politique, tout le monde est unanime. Bassirou ne fera pas 2 mandats. Mais, la France, attention, écoutez très bien. Écoutez très bien, je vous en prie. Pas la France de Bassirou, pas le Sénégal de Bassirou, mais le prochain Sénégal qui arrive avec Sonko, si telle est la volonté de Dieu, l'AES aura un soutien de poids. Je dis bien un soutien, un partenaire. Ce qui veut dire, écoutez très bien une dernière fois, je vais développer tout ça. Le franc CFA est menacé. Le franc CFA, c'est fini. Ousmane Sonko devient président du Sénégal, plus les 3 pays de l'AES, il ne reste que 3 pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Ils ne feront pas le poids devant les 4 pays. Et CFA, c'est fini. Et Sonko fait partie de ceux qui ne veulent plus du franc CFA. Je vous en prie, le direct d'aujourd'hui, c'est pas un petit direct, ce sera très profond. Alors, on va revenir rapidement d'abord ici. Je vous permets de... Voilà, je vous permets de... Voilà. Maintenant, ok, on revient. On s'en va. Voilà, on s'en va. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Dakar, à l'Assemblée nationale, et notre invité pour une interview exclusive est le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Avec moi pour cette interview, Léa Lisa Vesterhoff de RFI. Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour madame. 3 semaines après vous avoir limogé, le président Bassirou Diomaye Faye, lors de son dernier discours, a fait allusion aux différends qui vous opposent depuis des mois, assurant aucune querelle ne mérite que l'on déchire le pays qui nous est commun. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette querelle entre vous deux est allée trop loin? Est-elle en train de déchirer le Sénégal? D'abord, merci pour cette invitation. Je pense pas qu'il y ait querelle. Et le Sénégal est plus grand que les divergences politiques que nous pouvons avoir. Il faut rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de déchirure. Il peut y avoir des divergences politiques, programmatiques, mais pas de déchirure du pays. Donc, le débat ne se pose pas en termes de déchirure. Le peuple sénégalais est plus grand que cela.
Est-ce que pour vous, finalement, Écoutez le bien, fait hein. d'avoir été limogé, alors vous avez dit que c'était aussi à votre demande, est-ce que ce n'est pas une bonne chose étant donné les difficultés que traverse le Sénégal en vue de votre ambition d'élection présidentielle de 2029? Moi, je ne l'apprécierai pas sous cet angle. Je pense que d'abord, cette affaire appartient désormais à l'histoire politique du Sénégal. Un homme politique, c'est une trajectoire. Écoutez bien. Et cette séparation sur le plan institutionnel n'est pas l'aspect le plus marquant de ma carrière politique en réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois remercier d'abord le peuple sénégalais d'avoir porté la confiance sur un candidat que moi-même j'ai désigné. Et ensuite d'avoir renouvelé cette confiance en nous donnant cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Il dit, je remercie le peuple sénégalais d'avoir accordé alors, vous savez, permettez-moi une seconde, je vais un peu... Permettez-moi. Voilà. Quand vous faites ce que nous faisons, l'analyse politique, l'interprétation, vous faites ce qu'on appelle le décryptage, et puis vous abordez certains sujets avec une certaine profondeur, dans la sérénité, et quand vous voyez que les personnes concernées elles-mêmes reviennent et reprennent exactement ce que vous avez dit avec les mêmes expressions, vous restez bouche bée et vous dites Alhamdulillah, gloire à Dieu. Il a dit le candidat que moi-même j'ai choisi. Je remercie le peuple sénégalais d'avoir accordé sa confiance au candidat que moi-même j'ai choisi. Il n'a pas dit le candidat que le parti a choisi. J'ai développé ça à plusieurs reprises en long et en large. C'est quelque chose que Sonko n'avait jamais dit publiquement, même pas devant une chaîne de télévision étrangère. Et bien entendu condamné chez nous ici, hein, RFI, France 24, tout ça, ça marche. Mais pour les besoins du travail que je fais passer le passage de Sonko à leur émission. Il dit le candidat que j'ai choisi. Parce que pour être candidat, c'est le parti qui désigne lors d'une convention. Le parti décide de porter son choix sur telle ou telle personne. Mais il dit le candidat que j'ai moi-même choisi. Je voudrais que cela soit bien clair. Parce que souvent, quand vous écoutez les Sénégalais, quand vous écoutez les analyses de gauche à droite, chacun plaque, souvent vous-même vous êtes mélangés, vous savez pas où se trouve. Mais maintenant c'est clair et ça sort de la bouche de Sonko. Le candidat que moi-même j'ai choisi. Que ce soit bien clair. Alors quand ce petit président lui-même il s'assoit dans son petit coin et puis il parle, c'est comme c'est lui qui a fait Sonko. Mais Sonko dit il est président, c'est parce que moi je l'ai choisi. J'espère que là c'est clair pour chacun de nous. Parce que ce point est fondamental dans la compréhension des moments à venir. Et c'est une des raisons, je dis, c'est une des raisons qui risque de mettre la vie de Sonko en danger. En d'autres termes, Bassirou ne serait jamais président si par la grâce de Dieu, Sonko ne l'avait pas décidé. Donc si Sonko l'a décidé, et que Sonko lui-même il peut être candidat, et que le programme qu'ils ont présenté, si le programme ne passe pas, moi je m'intéresse à ça parce que je sais ce qu'il a dit. Que s'il devient président, et que le Mali est encore dans des situations, il fera tout, c'est un pays frère, il fera tout pour voir le président dans quelle mesure ils peuvent collaborer avec nous. Mais ce n'est pas lui qui est président, c'est Diomaye qui est président. Il va le dire ici. Écoutons très bien. Participation
en me désignant à la tête de cette petite institution. Désormais, mes énergies vont être concentrées à donner à cette institution-là l'honneur de la place qui est la sienne. Après, je pense que l'exécutif fera ce qu'il doit faire en vertu de ses pouvoirs constitutionnels. L'initiative le fera de manière complémentaire parce que nous avons tous cette obligation de travailler à la réussite de ce mandat, qui est notre mandat en réalité. Donc, je ne vais pas m'en dédouaner. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans. Mon bilan parle pour moi-même et je souhaite pour le reste de ce mandat qu'il y ait tout le succès pour le bonheur du peuple sénégalais. Écoutez, hein. Vous avez dit à plusieurs reprises que Bassirou Diomaye Faye avait trahi le projet du PASTEF. Pour le moment, vous ne l'avez pas exclu. Est-ce que ça pourrait être le cas? Vous savez, les notions de trahison relèvent beaucoup plus de la morale et de l'affectif. Je préfère être sur un terrain beaucoup plus lié une notion beaucoup plus politique. C'est des engagements qui ont été pris Écoutez très vis-à-vis bien. du peuple sénégalais. La trahison, ça relève beaucoup plus de la morale, la probité, l'honnêteté, que d'en faire quelque chose de comme ça. Quand vous prenez un engagement, que vous ne respectez pas votre engagement, c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais on va continuer d'écouter le président Sonko. 10 ans, je pense que le parti PASTEF est très structuré, très organisé. Il a des textes. Et ces textes sont très, très clairs sur les procédures à suivre. Je vous permets d'écouter jusqu'à un certain niveau, parce que le développement que je veux faire, si j'interviens en même temps qu'il parle, on va être beaucoup trop long et donc je vais permettre au président Sonko d'aller jusqu'au bout et ensuite je vais décortiquer. Sur les griefs à mettre sur la table pour pouvoir parler de l'exclusion ou pas de quelqu'un. Donc nous n'en sommes pas encore là. Le parti appréciera. Le parti c'est pas Ousmane Sonko. Et c'est les instances qui apprécieront le mois venu. Alors, vous dites vouloir vous placer sur le plan des institutions. Alors, le 2 juin, vous avez affirmé, si le PASTEF veut, le gouvernement peut être censuré, mais nous ne censurerons pas. Alors, est-ce que ça vaut pour tous les cas de figure, ou est-ce que il y a des cas où vous pourriez censurer le gouvernement, étant donné que vous avez une très large majorité? Par exemple, si le président utilise l'article 52 de la Constitution, qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles s'il considère que le fonctionnement des institutions est gravement... Je voudrais qu'on s'arrête ici. Très souvent, ce sont les présidents, les ministres ou les premiers ministres qui se payent les services de ces gens-là. RFI, France 24, TV5, Africa, Jeune Afrique, pardon. C'est les gens qui payent pour qu'on parle d'eux. Mais alors, pourquoi c'est ceux-là qui cherchent à rencontrer Ousmane Sonko? C'est pourquoi Sonko a dit, je vous remercie de votre invitation. En général, ce sont les Africains qui les invitent. Mais cette fois-ci, c'est eux qui viennent à la rencontre d'Ousmane Sonko. Que cela soit la distinction, il faut qu'on comprenne bien par rapport au développement que je vais faire. S'ils sont venus, ça veut dire maintenant qu'il est assis en tant que président de l'Assemblée nationale, allez l'interviewer, que de sa propre bouche, de façon officielle, qu'il dise exactement ce qu'on veut entendre. Quand je dis l'Élysée planifie secrètement la liquidation d'Ousmane Sonko, je n'ai même pas peur de le dire, je peux jurer la main sur le Coran. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La formule, ils l'ont pas encore. Puisque la première tentative qui consistait à le salir à travers un viol imaginaire n'a pas tenu. Le viol imaginaire, la petite, après, elle dit qu'elle a subi trop de pression, elle a même tenté de se suicider. Je crois qu'elle s'était aspergée, quelque chose comme ça. Elle a été sauvée de justesse. Elle voulait se tuer. Elle a demandé asile, ce qui était curieusement, on lui a refusé l'asile. Mais pourtant, elle a fait la une des journaux. Elle a été manipulée par les hommes politiques. Ceux qui voulaient détruire Sonko, on l'a utilisé, ça n'a pas réussi. Donc, on envoie ces gens-là, ces journalistes, pour aller écouter ce qui va sortir de la bouche de Sonko, pour mieux
peaufiner leur plan diabolique et satanique. On continue d'écouter. Ou alors, sur un point de vue plus politique, si jamais ils décident que les élections locales, prévues en janvier 2027, seront repoussées. Écoutez bien. En réalité, je crois que mes déclarations sont plus complètes que cela. Il n'y a pas de chèque en blanc qu'on délivrerait au président de la République ou au gouvernement. J'ai dit qu'autant que possible, puisque nous ne sommes pas là pour entraver l'action de l'exécutif, autant que possible, nous ne censurerons pas. Nous ne serons pas, en tout cas, dans les logiques politiciennes de censurer pour régler des comptes ou pour affaiblir une action. Mais effectivement, si les cas nécessitent une censure, c'est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas à l'utiliser. Mais nous n'en sommes pas encore là. Un gouvernement vient d'être installé, nous l'observons, nous laissons prendre ses marques. La situation du pays exige de chacun d'entre nous beaucoup de retenue, beaucoup de sagesse pour mettre en avant exclusivement les intérêts du pays. Après, nous sommes dans une démocratie. La Constitution a donné des pouvoirs à chacune des institutions. Le gouvernement, de par la Constitution, l'exécutif de par la Constitution définit la politique de la nation et l'exécute par son gouvernement. L'Assemblée nationale vote seule la loi, elle contrôle l'action du gouvernement et elle s'assure de la bonne exécution des politiques publiques. C'est des attributions qui sont très claires. Chacun peut dérouler sa part. Nous n'avons pas forcément besoin d'être de grands amis pour que ça marche. Il faut que chacun respecte les règles et le reste, ça ira. Le gouvernement par ordonnance article 52 est une prérogative du président de la République qui est très bien encadrée. Donc, ça ne pose pas de problème fondamentalement. Et le report des élections? Voilà. Nous n'en sommes pas encore là. Les élections ne peuvent pas être reportées. Il n'y a aucune raison valable pour qu'elles soient reportées. Elles se tiendront à date, je l'espère. Bon, je suis heureux de constater que je suis heureux de voir qu'il y a plein de Sénégalais qui sont là ce soir pour nous suivre. J'espère mériter votre confiance. Et regardez bien ce que Sonko, je vous en prie, suivez, faites beaucoup attention aux articulations, aux questions. Comment il les répond, c'est fondamental. D'accord? Attends, il faut arrêter de trop parler. Maintenant, sur la dissolution de l'Assemblée nationale, pas la dissolution autant pour moi, sur, comment on appelle ça, le blocage de l'Assemblée par rapport à des projets. Quand je dis blocage, je parle, quand le gouvernement va venir, on fait ça, il appartient à l'Assemblée nationale de regarder si c'est acceptable, d'accord, si c'est pas acceptable, l'Assemblée nationale dit non, c'est ce qu'il a dit. Mais on va plus loin. Il dit, il n'y a pas de raison. Rappelez-vous, la dernière fois, pas la dernière, au moment où, je crois, la dernière vidéo que j'ai faite avant celle de lundi, je vous ai dit, il est capable. Parce que je suis heureux que les Sénégalais soient là une fois de plus. Le programme de Bassirou, c'est quoi? Bassirou, il est en train de créer une coalition. Et cette coalition n'a pour le moment aucune, si je peux dire, légitimité populaire. Il n'en a pas. Il est obligé d'aller piocher dans l'électorat de Macky Sall. Il est obligé d'aller piocher dans l'électorat d'Abdoulaye Wade. Parce que dans tous les cas, le PASTEF et Bassirou vont se partager l'électorat d'Abdoulaye Wade. Et rien ne dit que l'électorat d'Abdoulaye Wade va donner carte blanche à Bassirou. Donc, dans l'intention d'asseoir une certaine crédibilité, dans l'intention d'asseoir une certaine légitimité au sein de sa coalition, il peut demander le report des élections pour que sa coalition soit bien structurée, bien établie, puisque cette coalition fera son premier test grandeur nature par rapport aux élections municipales à venir. Et Sonko dit, il n'y a aucune raison. Je vous ai dit la dernière fois que faisons beaucoup attention. Il peut sortir avec la fallacieuse idée selon laquelle l'ajustement structurel est inévitable. Il faut l'appliquer. Et en appliquant l'ajustement structurel, il peut dire les caisses de l'État sont vides. S'il dit les caisses de l'État sont vides, on ne peut pas pour le moment organiser les élections. C'est une probabilité, c'est une possibilité. C'est pourquoi
Sonko dit il n'y a aucune raison. Pourquoi il le dit? Je vais le développer tout à l'heure. Quelles soient les moyens qui seront entreprises, les élections devront se tenir à date. C'est la loi qui encadre l'organisation des élections, qui impose au président de la République de prendre les actes qu'il faut. Je pense que nous avons jusqu'à mi-juillet comme dernier délai pour qu'il prenne le décret pour fixer la date des élections et plus tard convoquer le corps électoral. Nous pensons qu'il respectera ses responsabilités légales. Parmi les priorités du nouveau gouvernement, la gestion de cette dette colossale héritée de l'administration précédente, avec un risque majeur de défaut de paiement. Vous vous êtes toujours opposé à la restructuration de cette dette. Moi, je suis tellement content. Ceux qui m'insultent là, bravo à vous. Vous êtes trop forts. J'ai dit, chaque fois que vous m'insultez là, Dieu bombarde ma tête. Il met plein les dents. Regardez bien ce que j'ai dit. Faites un retour pour les nouvelles personnes, ceux qui me suivent pour la première fois. Faites un retour en arrière et puis allez regarder sérieusement ce que j'ai dit. Et venez regarder l'orientation des questions ici qui sont posées. Regardez très bien. Pour toute personne douée de bon sens, si tu dis que tu es analyste politique, si tu fais la géopolitique, ici tu comprends tout de suite l'orientation et le but de l'interview. Mais Sonko, puisque je lui fais confiance, il a exprès et volontairement accepté. Il aurait pu dire, je vais d'abord m'acclimater avec l'Assemblée nationale avant d'accorder une interview. Mais un politicien avisé, c'est pas ce qu'il a fait. Il a tout de suite accepté. Regardez les deux questions qui se suivent. L'organisation des élections et la dette. C'est pas ici, je vous ai dit. C'est pas ici que j'ai dit, Bachir peut utiliser ça comme moyen de chantage. C'est pas ici. Les gens voulaient entendre Sonko dire ça. Ils voulaient voir Sonko maintenir sa position. Sonko, c'est un homme de principe. C'est pourquoi dans tout ce qu'il fait, il met la probité et la moralité au devant de toutes choses. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, Dieu même qui nous a créés là, dites-moi, est-ce que Dieu fait l'unanimité? Beaucoup de gens insultent. Il y en a même qui disent, c'est faux, affaire de Dieu là, ils ne croient pas. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais est-ce que pour autant Dieu a détruit tout le monde? Non. Chacun est libre de ses opinions. Donc ici, quand vous regardez, vous écoutez, faisons beaucoup attention. Et là, on ramène maintenant la question de la dette dans le jeu, dans la balance. La dette et les élections. Moi, je suis content que Ousmane ait accepté. Parce que là, au moins, j'espère que Bachir aura une bonne idée. Enfin, comme il n'a pas honte là, devant tout le monde, il a dit c'est lui qui a fait Ousmane. Bon, comme il n'a pas honte, peut-être qu'il va sortir devant les Sénégalais pour dire autre chose. Et écoute. L'équipe du FMI est attendue à Dakar cette semaine. Si l'exécutif décide de restructurer la dette, que ferez-vous? Vous savez, nous ne sommes pas dans des positions dans l'absolu figé. Nous examinons avec lucidité la situation. Le plus important, c'est que ce qui sera mis sur la table corresponde aux exigences du moment. Une restructuration sauvage, nous n'en avons pas voulu en tant que Premier ministre. Je m'en suis opposé durant tout le temps que j'ai été Premier ministre, considérant que les conditions n'étaient même pas réunies, puisque le pays n'était pas à défaut, parvenait à respecter ses engagements. Okay. Nos indicateurs étaient relativement corrects. Ok, je m'arrête là. Donc, les indicateurs n'étaient pas dans le rouge. En d'autres termes, le Sénégal n'a jamais été en position de défaut de paiement. Il y en a qui disent, ah, mais le Sénégal s'endettait pour payer sa dette. Le Sénégal n'est pas le seul pays dans le monde à faire ça. Beaucoup de pays font ça. La Côte d'Ivoire est championne dans ça. On n'est pas des champions. La Côte d'Ivoire est très forte dans ça. Endetté pour payer. Le Ghana dans l'incapacité de payer avec l'or. Jusqu'aujourd'hui, le Ghana doit continuer à payer sa dette. Mais Sonko fait ses mises au point en tant qu'ancien Premier ministre parce qu'il savait ce qu'il a fait comme travail. Il sait ce qu'il a laissé aussi comme héritage politique au Premier ministre actuel. Ce n'est pas d'héritage politique, pardon, héritage
sur le plan de la gestion de la dette. On continue d'écouter et puis on va ensuite... De croissance également. C'est là où on a besoin de FMI. Les FMI, on en a besoin quand on est dans ces situations-là. Et nous pensions qu'il y avait possibilité d'avoir un accord en ce moment avec les FMI qui semble apparemment à d'autres préoccupations que celle d'encadrer et d'aider un pays qui est dans cette situation dont nous ne sommes pas responsables. Nous acceptons maintenant que l'État, c'est la continuité. Partant, je considère aujourd'hui que nous pouvons apprécier au fur et à mesure les développements. Entre-temps, il y a eu la crise dans le Golfe qui est venue s'ajouter à la crise de la dette que nous connaissions déjà. En tant que Premier ministre sortant, je sais que nous vivons une tension assez particulière. Nous apprécierons, comme je l'ai dit dans l'absolu, nous ne sommes pas là pour faire de l'entrave, mais si une solution devait être prise qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du Sénégal, qui sacrifie nos options de changement systémique et structurel à l'autel de ratios à court terme, nous ne l'accepterons pas, et ce qui relève du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous l'utiliserons pour dire non. Ok. Mais C'est bien clair. vous dites que vous êtes fier de votre bilan. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté économique. Or, la dette, vous avez continué à vous endetter auprès de bailleurs internationaux, publics, privés. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, cette dette que vous avez découverte, cachée? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir demandé, de ne pas avoir demandé, pardon, son annulation pure et simple, mais plutôt d'entrer dans des négociations qui semblent s'enliser? Est-ce que c'est un regret? Vous savez, nous avons fait une option, celle de partir sur une bonne base et non pas de dissimuler des chiffres, parce que ça nous aurait rattrapé tôt ou tard et on serait peut-être dans une situation de certains pays, une situation ingérable. Nous avons vu le cas de la dette grecque il y a quelques années. Après, une fois qu'on a révélé les vrais chiffres, il faut gérer. La dette, c'est les échéances. C'est un service qu'il faut gérer et qui n'attend pas. Et un pays qui se veut souverain doit rembourser ses dettes. Nous nous sommes donné une dette, elle se refinance. En réalité, dans tous les pays du monde, la dette, elle se refinance et se renouvelle. Mais vous auriez pu demander son annulation comme une dette odieuse. Oui, une dette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti. Permettez-moi, oui, je lis, je vois beaucoup de commentaires de nos frères, nos compatriotes du Sénégal. Aujourd'hui même, le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict en disant qu'il est incompétent. En fait, il n'est pas incompétent. Je vais te développer ça beaucoup plus tard. Le Conseil constitutionnel ne peut pas se dire. Bon, pour les Sénégalais qui sont nouveaux, vous pouvez vous abonner sur ma page. C'est des choses que j'avais abordées il y a longtemps sur la question même du Conseil constitutionnel. Je vais revenir dessus brièvement. Donc, on a une deuxième personne, Mariam, et une poignée de personnes qui ont longtemps profité des deniers publics, qui veulent toujours protéger leurs intérêts et continuer à maintenir les 90% des Sénégalais dans la pauvreté. On va parler de ça, Mariam, ne t'en fais pas. On continue Qui donne d'écouter. son opinion. N'oubliez pas que j'étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays. Vous êtes en désaccord avec le président sur ce sujet? On n'en a jamais discuté. On a toujours été en phase sur la gestion de la dette jusqu'à notre dernière discussion où la question a été soulevée et qu'il m'est confirmé que la ligne n'a pas changé. Nous allons voir ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir. Cette dette, elle est effectivement pour partie odieuse. Il faut du courage politique pour poser ce débat-là et j'espère que j'ai eu à le dire, à me prononcer sur cela à plusieurs reprises à travers mes interventions en tant qu'homme politique. Okay, j'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Dans votre bilan, la tête du gouvernement, il y a annulation de la dette. Cela me ramène au président Koudou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quand il a inscrit la Côte d'Ivoire sur le programme PPTE, pays pauvre très endetté. Et qu'on se rappelle à cette époque, c'était Sorogum qui était son premier ministre. Le même Alassane Ouattara qui profite aujourd'hui des excellents résultats du PPTE est celui qui a crié sur tous les toits, c'est pas possible, la Côte d'Ivoire a les moyens, la Côte d'Ivoire a les moyens, mais sans oublier qu'il volait lui-même les deniers publics de l'État. Vous voyez? La misère de l'Afrique, c'est pas l'homme blanc.
La misère de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Ce sont les enfants de l'Afrique qui font la misère de l'Afrique. Quand vous prenez ces petits idiots qui sont assis dans le pays des Blancs, ils sont heureux d'être là-bas. Mais vous allez profiter du travail de ces Blancs-là. Ils ont travaillé dur, il y en a qui ont fait des sacrifices pour que leur pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez profiter de ça, vous n'avez même pas honte. Mais à cette époque, il n'y avait pas cette opposition sauvage dont vous faites preuve aujourd'hui contre votre propre pays. À cette époque, le petit blanc a compris qu'il faut se donner la main pour construire le pays. Il y avait ce qu'on appelle la course pour le développement, pardon. Chaque pays regardait l'autre. Ils ont inventé avion, il faut que nous on invente fusée. Ils ont inventé bateau, il faut que nous on invente voiture. Ils ont inventé voiture, il faut que nous on invente moto. Voilà la compétition pour le développement. Mais les idiots d'Africains, ils vont s'asseoir dans le pays des Blancs. Ils n'ont même pas honte, aucune dignité, et puis ils attaquent.